Dans ce 13h, le commissaire du gouvernement, le procureur militaire Ange Kessi Kwame, fait le point des activités du tribunal militaire, notamment la lutte contre l'impunité et les violations les plus graves des droits de l'homme. Il se prononce également sur l'ouverture des procès liés à la crise post-électorale. Une formation à l'endroit du corps préfectoral des régions de Nzi et du Bélier sur les réformes du secteur de la sécurité. Le Conseil national de la sécurité entend ainsi donner une dimension locale à ces réformes en cours dans le pays. Les populations du Tongpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, rendent hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs infrastructures de base y sont inaugurées par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Et après ces informations, le magazine du dimanche, il s'intéresse cette semaine à la reprise des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la rentrée académique 2013-2014. Pourquoi ont-elles été arrêtées alors qu'environ 30 000 étudiants ne sont pas encore inscrits? Quelles dispositions pour ces étudiants retardataires et de combien de temps disposent-ils encore pour s'inscrire? Le directeur de la scolarité centrale de l'université est avec nous pour répondre à ces questions. Bonjour, docteur Idriss Cissé. Bonjour madame. Nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes. Bonjour et bienvenue à vous dans le 13h sur RTI 1. Quels sont les rapports entre les députés et les populations qu'ils représentent? Comment les améliorer et les rendre plus productifs? L'Assemblée nationale et l'USAID ont décidé de travailler ensemble pour répondre à ces questions essentielles. Léandro. Sont bien appliqués sur le terrain. Vous les députés là? Oui. C'est vous qui regardez ce que les députés font. Sketch pour mettre en lumière la sourde oreille du député face aux attentes de ses mandataires. Pour des populations, cette situation va au-delà même de la simple mise en scène. Vraiment, les députés, ils ne sortent pas pour mieux comprendre les problèmes de la population. Côté élu, cette dénonciation n'est pas inconnue. Elle procède toutefois de la mauvaise appréciation de la fonction de député. Le député est un intermédiaire entre la population et l'Assemblée nationale et l'exécutif. Très souvent, ce n'est pas compris. Le député est plutôt vu comme un assistant social, alors que ce n'est pas sa fonction, il n'a pas un budget. Dans tous les cas, l'USAID estime que le parlementaire et ses électeurs n'ont pas intérêt à vivre à couteau tiré. L'organisation propose une plateforme tripartite où siègent les élus, leurs mandataires et l'administration pour un travail collaboratif autour de la question de la qualité des services publics. Ils seront également traités toutes propositions émanant du peuple ou du Parlement. Objectif, améliorer l'interaction entre députés et population. Ce projet sera expérimenté dans 24 circonscriptions électorales. C'est un volet du programme d'appui de l'USAID à l'Assemblée nationale, mis en œuvre par le SUNY CID, State University of New York, Center for International Development. Tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement dans le Tongpi, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Mabritois que s'est allé expliquer aux populations la politique de développement du gouvernement. Il a également inauguré des infrastructures de base dans plusieurs localités du Tongpi. Serge Koléa. Après la crise traversée par la Côte d'Ivoire, la région du Tongpi renaît. Construction d'écoles, reprofilage des routes, addiction en eau potable, électrification des villages sont quelques-unes des actions importantes posées par le chef de l'État qui redonne joie et sourire aux populations. La tournée du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritoakus, est une occasion pour ces populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État. Les réalisations du président de la République, traduites par le Conseil régional, contribuent, ont indiqué les populations, à leur donner un mieux-être. À Gopoupleu, Blé-Pleu, Boguiné 2, Grand-Houleux et autres localités, des manifestations ont marqué le soutien du Tongpi aux actions du président de la République. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, le docteur Albert Mabritoakus, appelle à un soutien massif au président de la République.
Des villages vont bénéficier d'électrification à l'occasion de l'interconnexion avec le Libéria, la Guinée. Dans les 2 ans, tous les axes qui relient nos principaux villages et les chefs-lieux de pays ruraux justement vont bénéficier donc de routes praticables presque en toute saison. Il y a aussi le bitumage de la voie qui quitte Zonien pour aller à Toulepleu, qui est avancé dans ses préparatifs. Et puis il y a le financement qui est acquis pour le bitumage de l'As d'Anané, donc frontière de la Guinée. Et puis il y a la question de l'eau potable. Le gouvernement a donc pris un décret il y a 3 semaines pour mettre à la disposition 3 milliards acquis auprès de la BID pour l'hydraulique villageoise améliorée dans le district des montagnes. Donc il y a bien de choses qui sont en cours. Je pense que les choses se passent assez bien et la région est confiante et mobilisée autour du président de la République. Le Tonkoui se met à la disposition du chef de l'État, salue le développement qui s'opère dans la région et entend surtout accorder un autre mandat au président de la République. La structure de base de l'UDPCI mobilisée autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Le secrétaire général du parti a échangé avec les responsables de ces structures de base. Le point de la rencontre avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Nous avons été les premiers à demander le consensus autour de la candidature du président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2015. Ces propos sont du secrétaire général de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Pour joindre l'acte à la parole, Laurent Tchagba a pris l'initiative d'aller sensibiliser la base de son parti. En tant que secrétaire général, ma mission est de sillonner la Côte d'Ivoire et l'extérieur pour qu'en 2015, l'UDPCI puisse participer significativement à la réélection du président Alassane Ouattara. Selon le secrétaire général de l'UDPCI, les militants du parti avec à leur tête les responsables des structures de base sont d'avis avec cette logique. Cette décision est déjà acceptée par les militants de l'UDPCI puisque le congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro comprenait la crème du parti. C'est la mission de l'UDPCI, c'est la mission du secrétaire général de mettre en œuvre les décisions du congrès. La prochaine étape de la tournée de sensibilisation du secrétaire général de l'UDPCI est prévue pour la région de San Pedro. 239 000 électeurs de 438 localités vont élire les secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains RDR. Le scrutin est annoncé pour le 6 septembre prochain. Le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation a expliqué les enjeux aux candidats pour l'organisation pratique du scrutin. Ben Touré, Abou Sanogo. Le 6 septembre prochain, 239 000 électeurs du Rassemblement des Républicains éliront leurs différents secrétaires départementaux. Mais avant, les candidats, eux, sont reçus par le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de l'administration. Gilbert Kafana connaît d'Ivoire en ces élections non pas une source de division, mais l'exercice de la démocratie. Si nous voulons que le parti, à toutes les échéances, sorte fort et qu'il ait des élus partout pour être le premier parti, mais il nous appartient chaque fois que nous avons une responsabilité sur le terrain de faire en sorte à ce que nous puissions rassembler. L'enjeu, c'est de choisir les responsables qui vont diriger le parti dans les différents départements pour l'objectif que nous attendons 2015, le renouvellement du mandat du président Alassane Ouattara. Dans un souci de transparence et de neutralité, la direction du parti va s'appuyer sur le fichier électoral de 2008. Plusieurs facteurs ont motivé ce choix. Nous avons demandé l'actualisation des comités de base. Malheureusement, nous avons rencontré 2 difficultés. La première des difficultés, c'est que nous avons commencé à assister à l'exclusion de certaines personnes compte tenu de l'adversité qui est née des élections. La deuxième difficulté, même si nous avions les données en temps pour faire la saisie et faire en sorte à ce que nous ayons un fichier prêt pour les élections, cela n'était pas possible. Nous avons donc nous résoudre à prendre le fichier de 2008, qui celui-là a été fait dans des conditions tout à fait neutres. Le seul objectif était d'implanter le parti et d'aller aux élections.
Les électeurs pourront exprimer leur droit de vote dans l'un des 743 bureaux répartis sur 438 localités. Le verdict des urnes sera livré le 9 septembre prochain au siège du RDR à la rue Lépic. Le commissaire du gouvernement, le procureur militaire Ange Kessi Kwame, a fait le point des activités du tribunal militaire. Elle porte notamment sur la lutte contre l'impunité, les violations des droits de l'homme. Le procureur militaire s'est aussi prononcé sur l'ouverture des procès liés à la crise post-électorale. Abou Sanogo. Au centre des échanges, la lutte contre l'impunité et les violations graves des droits de l'homme, la lutte contre le racket, les événements de la crise post-électorale, la formation et la sensibilisation des forces de l'ordre. En ce qui concerne les événements post-crise, le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a indiqué que le tribunal militaire n'a pas limité l'enquête aux seules tueries des femmes d'Abobo, mais de tous les massacres pendant cette période, quels qu'en soient les auteurs. Aux victimes de venir se présenter dans les cas des rackets, qu'ils viennent se présenter, témoigner, déclarer, pour que le parquet consolide son accusation. Autre sujet évoqué, l'assassinat du commissaire de police Alain Amani Kouadio par le caporal Ladji Touré. Reconnu coupable d'enlèvement, de séquestration subie de meurtre, il a été condamné à une peine de prison à perpétuité et radié des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le tribunal militaire et surtout pour le parquet militaire d'une sévère mise en garde à tous ceux qui violent allègrement les droits humains et se croient au-dessus des lois. C'est aussi un avertissement et une mise au point également pour dire qu'il n'y a pas de justice à deux vitesses, parce qu'il n'y a qu'une seule justice en Côte d'Ivoire et elle s'applique à tous. Par ailleurs, le colonel Ange Kessi a averti qu'en dehors des 33 barrages autorisés, aucun autre barrage ne doit exister, quel que soit le motif. Ils ont quitté le lieu, mais se font remplacer par les gens de la mairie. Je dis dans cette réquisition que si vous arrivez que des éléments de la mairie occupent des anciens lieux qui servaient des barrages, vous les chassez. Les barrages autorisés, il y en a 33. Et en dehors de ces barrages, tous ceux qui vont s'installer à un barrage seront poursuivis. Le procureur militaire a appelé les forces de l'ordre à l'esprit civique et à l'observation stricte des règles morales prônées par l'éthique militaire. Autre information, l'ouverture en octobre prochain des procès des officiers Jean-Noël Abey, Sekayapo Anselme, Gouanou Alphonse et Blekwassi. Le corps préfectoral des régions du Nzi et du Bélier réunis pour une formation sur les réformes du secteur de la sécurité. Le Conseil national de la sécurité entend ainsi donner une dimension locale à ces réformes en cours à travers tout le pays. Kader Sogodogo. La réforme du secteur de la sécurité est un processus très important pour la Côte d'Ivoire. Cette réforme est la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Après la création du Conseil national de sécurité, la réforme du secteur sécuritaire RSS a été lancée. La présente rencontre de Yamoussoukro a en ligne de mire l'approche sécuritaire locale avec la création des conseils régionaux de sécurité. L'objectif de ce séminaire est d'aider les préfets à consolider le dispositif local de gouvernance de la sécurité. En mettant en place d'abord toute la synergie qui regroupe tous les acteurs locaux allant des forces de sécurité à la société civile pour une prise en charge effective de la sécurité dans la localité. Ces travaux sur 2 jours ont permis aux participants de s'approprier la RSS. Le président de la République a souhaité que la Côte d'Ivoire puisse être un pays émergent en 2020. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que ce soit toutes les composantes de notre pays qui bougent. Et la sécurité aujourd'hui est un concept qui englobe tous les secteurs de développement de la société. La sécurité hier s'est résumée au respect des lois et au maintien de l'ordre public. Mais aujourd'hui, en plus de ces 2 conceptions, il faut promouvoir la bonne gouvernance et prévenir les crises, ce qui va amener à assurer la paix et la stabilité dans notre pays. Le séminaire sur la réforme du secteur de la sécurité à Yamoussoukro a bénéficié de l'appui du PNUD et a vu la participation aux côtés du corps préfectoral, du COMNAT, ALPC et de l'ONUCI.
Les jeunes de Toumaudi, informés sur le rôle qu'ils ont à jouer pour la préservation d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire et c'est à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Brahima Doumbia. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire regroupe 55 jeunes parlementaires et élus qui siègent. Il a à son actif environ 10 000 membres. Ils sont répartis dans les différentes sections sur l'ensemble du territoire national. Pour cette année 2014, en partenariat avec l'ONUCI, ce Parlement a organisé à la faveur de la Journée internationale de la jeunesse une conférence qui avait pour thème « Jeunesse et le rétablissement du tissu social ». Le conférencier Dr Nguessan Kofi Abraham, spécialiste en la matière, a exhorté la jeunesse à se départir des préjugés et à mériter sa place de fer de lance de la nation. Nous pensons que les jeunes, c'est l'avenir. Et cet avenir, on a besoin vraiment de le protéger. Et c'est eux-mêmes qui peuvent se protéger. S'ils ne se protègent pas contre tout ce qui peut donc les emmener en brousse, personne ne le fera à leur place. Un message bien perçu par les jeunes à travers le président de leur parlement. Nous avons des actions de sensibilisation parce que nous-mêmes nous avons été formés sur le projet Build Your Business qui veut dire comment construire son entreprise. Et nous pensons que très bientôt il y aura une vaste campagne de sensibilisation et de renforcement des capacités des jeunes dans les différentes localités. Je pense que cette action-là sera au bénéfice de la jeunesse ivoirienne. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire entend initier plusieurs actions allant dans le sens de la culture de la paix. Toutes choses importantes pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mise sous tension du village de Marandala à Mankono dans le centre du pays. Ce village est désormais connecté au réseau électrique national et le nouveau chef de Marandala a été installé dans ses nouvelles fonctions. Kader Sogodogo. Marandala, localité située à 60 km de Mankono, est en fête. Cette sous-préfecture vient d'être connectée au réseau électrique national et installe également son chef de canton, Tioté Kambo. Au cours de cette double cérémonie, Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a demandé aux populations de s'unir autour du président de la République, Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire forte et résolument tournée vers son développement. Aussi, selon le ministre d'État, c'est dans l'union que les fils et filles de cette localité pourront développer la région du Béré. Il a par la suite demandé à ses parents de scolariser leurs enfants et de s'inscrire dans la politique éducative que mène le gouvernement de Côte d'Ivoire. Si nous voulons poursuivre le programme d'électrification villageoise, les populations doivent comprendre que, en même temps qu'on vous donne de l'électricité, faites en sorte d'acquitter vos factures pour que tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'électricité qui puissent l'avoir au même rythme. Saluons les efforts faits par le chef de l'État et son gouvernement en faveur des populations ivoiriennes. Les populations de Marandala ont émis plusieurs doléances, à savoir la construction d'écoles primaires et secondaires, la création d'unités de transformation de coton et de l'anacade, la réhabilitation des routes et la construction d'un château d'eau ainsi que d'un marché. Le ministre d'État Dosso Moussa a promis aux populations de mener des démarches auprès du gouvernement pour satisfaire ces différentes doléances. Marandala est une sous-préfecture qui regroupe 24 villages et compte plus de 300 000 habitants. À Divo, les femmes du département s'unissent pour lutter contre la pauvreté. Organisées en association, elles initient des activités génératrices de revenus et elles viennent de recevoir du matériel de travail. Mamadou Kwasi. Daboré, village situé dans le département de Divo, ne veut pas rester en marge de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et les femmes veulent prendre une part active dans cet engagement. Mais pour elles, seule l'unité et la solidarité pourraient leur permettre d'atteindre cet objectif. D'où la mise sur pied de l'association Awalé, une association regroupant les femmes de différentes couches sociales et d'appartenances politiques et religieuses diverses, spécialisée dans la culture vivrière et celle du riz. Les femmes, à travers leur porte-parole, souhaitent bénéficier du soutien des cadres pour accroître leur production, pour assurer leur prise en charge socio-économique. Un engagement salué par le parrain de la cérémonie, le Dr Famoussa Koulibaly, vice-président du conseil régional du Logibwa et par ailleurs secrétaire général adjoint de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Il leur a demandé de renforcer davantage les liens de solidarité afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Le docteur Famoussa Koulibaly a invité aussi les hommes à soutenir les actions des femmes pour le développement de la Côte d'Ivoire en général, mais celui de la région de Logibwa en particulier. Pour appuyer l'initiative de l'association Awalé de Daboré, plusieurs dons ont été faits, dont une broyeuse.
La communauté musulmane de Daboré a reçu du parrain de la cérémonie, le docteur Famoussa Koulibaly, 2 tonnes de ciment pour la finition de sa mosquée. 2615 cas d'Ebola, dont 1427 décès dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, aucun cas détecté, mais les autorités mettent les bouchées doubles pour prévenir toute entrée du virus sur le territoire national. À Yamoussoukro, la capitale politique, c'est une brigade spéciale qui a été mise sur pied. Mamadou Kouassi. Ils sont 22 agents pour cette première brigade. La police municipale de Yamoussoukro se donne de nouvelles missions, celle de participer à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ces agents de la police municipale vont veiller également au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Pendant 4 semaines, ils ont bénéficié de formations militaires et de renforcements de capacités dans le domaine sanitaire. Cette brigade de lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola va également sensibiliser la population sur le respect des mesures prises par le gouvernement. Le préfet de région André Eponou félicite l'initiative de la mairie de Yamoussoukro. Il exhorte les agents de la brigade à traquer tous les contrevenants au respect des mesures d'hygiène. Pour le maire de la ville de Yamoussoukro, il faut sortir du rôle classique de la police municipale. Il faudrait donc, selon lui, permettre à ces agents de participer au respect des principes de la vie. Aux éléments de la brigade, Jean Kwaku Nyanangbe demande de traduire en actes les acquis de cette formation. Il faut rappeler que pendant 4 semaines, les 22 éléments ont bénéficié de l'assistance militaire de la garde républicaine de Yamoussoukro, et ce, sur la bonne conduite, les règles de transparence militaire et les techniques indicatives opérationnelles rapprochées. Un mode religion, un temple d'une capacité de 1000 places offert aux fidèles du ministère de la prière vivante. Ce temple a été inauguré pour les 10 ans de cette église. Des hommes de Dieu venus du Gabon, de l'Espagne et des États-Unis sont venus en Côte d'Ivoire pour prendre part à la célébration. Ben Touré, Serge Gangoma. La Cité de la Lumière, tel est le nom de la maison de Dieu que l'apôtre Kwasi Kwadjo Bruno a offert récemment à ses fidèles. Un don qui survient alors que le ministère de la prière vivante, MPV, commémore ses 10 ans d'existence. Par mon intelligence, j'ai douté. Par ma sagesse, je ne croyais même pas. Sur sa parole, Dieu m'a permis de commencer avec un noyau de personnes. Nous étions tous aussi déplacés et je leur ai partagé la vision. Une commémoration à laquelle ont pris part des hommes de Dieu venus de divers horizons pour témoigner de leur amitié, de leur fraternité aux fidèles du MPV. Et le témoignage du pasteur venant de la guerre, ayant tout perdu et après 10 ans arrivé à ce niveau, ça démontre la souveraineté de Dieu. J'ai donné l'exemple du livre de Daniel au chapitre 4 d'un roi que Dieu avait élevé, le roi Nebuchadnezzar, mais par manque de reconnaissance est retombé plus bas qu'il n'en était, au point qu'il a fallu qu'il revienne à lui pour qu'il puisse reconnaître que ce qu'il avait reçu lui venait de Dieu et Dieu l'a élevé. Donnons gloire à Dieu, c'est le thème qui a été décortiqué 5 jours durant par plusieurs hommes de Dieu venus d'ici et d'ailleurs. La Cité de la Lumière a une capacité de plus de 1000 places avec un ministère qui avoisine les 500 fidèles. Le magazine du dimanche s'intéresse cette semaine à la reprise des inscriptions à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour la rentrée académique 2013-2014. Pourquoi ont-elles été arrêtées alors qu'environ 30 000 étudiants ne sont pas encore inscrits? Quelles sont les dispositions pour ces étudiants retardataires et de combien de temps est-ce qu'ils disposent pour toujours s'inscrire? Le directeur de la scolarité centrale de l'université est avec nous pour répondre à ces questions. Rebonjour, docteur Idriss Cissé. Bonjour madame. Nous revenons tout de suite à vous après ce reportage signé Abou Sanogo. Après 2 ans de fermeture pour réhabilitation, l'université Félix Houphouët-Boigny a rouvert ses portes en 2012. Les inscriptions au titre de l'année académique 2013-2014 ont débuté depuis janvier. Cependant, ces inscriptions connaissent un ralentissement du fait du manque d'intérêt de la part des étudiants. Raison pour laquelle la présidence de l'université a produit un communiqué en direction de ces derniers. Ce communiqué lance un appel à tous les retardataires au titre de l'année académique 2013-2014 à s'inscrire au plus tard le 29 août. À cet effet, 15 000 étudiants sont attendus.
Sur 60 000 étudiants à la base, 43 118 ont imprimé la fiche d'identification. Plus de 29 000 sont inscrits. Le processus d'inscription se fait en 9 étapes et ne concerne que les anciens étudiants non inscrits jusqu'à ce jour. La direction de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny est un maillon essentiel dans l'organigramme de cette université. C'est cette structure qui est chargée de l'inscription de tous ces étudiants. Elle est la porte d'entrée à l'université et délivre les diplômes de fin de cycle. Alors, docteur Idriss Cissé, nous venons de voir que les inscriptions ont démarré depuis début janvier. L'année a même démarré. Alors, par quoi explique-t-on tous ces retards? Merci, madame. Mon intervention consistera d'abord à préciser. Ce ne sera pas une bataille des chiffres, mais une précision des chiffres. Et puis aussi, je rectifierai le calendrier. À l'université Houphouët-Boigny de Cocody, il n'y a pas de reprise des inscriptions. Les inscriptions ont repris le 8 janvier 2014. Elles ont cours jusqu'à ce jour. C'est ce qui explique justement ma présence sur votre plateau. Effectivement, mais de janvier jusqu'à août, tous les étudiants ne sont pas inscrits. Les cours ont bel et bien démarré depuis lors. Pourquoi est-ce qu'on traîne tout ce retard? Je reviens donc aux chiffres. À ce jour, au moment où je vous parle, madame, nous avons inscrit à l'université Houphouët-Boigny de Cocody 33 000 exactement, 212 étudiants. Nous attendons un volume maximum de 50 000. Il y a donc un déficit de 17 000 à combler. Comment et pourquoi? Le pourquoi d'abord, il s'agit d'un comportement délétère des étudiants. L'année dernière, à pareille époque, même pas à pareille époque, puisque c'était à la fin du mois de juillet, nous avions inscrit 51 000 étudiants. Cette année, un mois en plus, nous en sommes seulement à 33 212. Pourquoi? Parce que l'année dernière, les étudiants s'étaient accommodés à la nouvelle façon de fonctionner. Le paiement en ligne, l'inscription en ligne. Nous avions donc pensé qu'une habitude nouvelle était acquise. C'était mal les connaître, chasser le naturel et il revient au galop. Lentement, petit à petit, progressivement, la lenteur, le laxisme, un penchant à la déréglementation s'est installé. L'équipe de direction donc, de Cocody a décidé exceptionnellement de nous faire travailler tout le mois d'août, qui est plutôt habituellement réservé aux vacances. Ce n'est pas donc un arrêt, c'est une continuité. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de délai limite? On peut s'inscrire à tout moment pour une année académique? La situation actuelle, qui n'est pas une situation heureuse, pourrait laisser croire que c'est le cas. Ce n'est pas possible. Une inscription a bien un commencement et les inscriptions ont bien une fin. Et donc, quelle est la fin de ces inscriptions-là? Quelle est? La fin, la date limite, on va dire. La date, justement, impérative, c'est le vendredi 29 août 2014. Donc, dans 5 jours? Dans 5 jours. Mais est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour amener ces étudiants qui ont traîné les pieds pendant des mois à pouvoir s'inscrire pendant ces 5 derniers jours? Effectivement, beaucoup de dispositions ont été prises. Il y a d'abord la volonté de l'équipe de direction. Si nous sommes là jusqu'en août pour travailler, c'est qu'elle l'a voulu. Et je peux compter sur sa capacité d'écoute et sa détermination à faire avancer les choses. Elle a mis à la disposition de la scolarité tous les moyens envisageables. Elle a engagé la direction des affaires financières et des moyens généraux dont l'appui est déterminant, décisif et exemplaire. C'est le premier cas. La deuxième raison pour me faire croire que nous pouvons relever le défi est que j'ai 71 personnes en scolarité qui sont des gens outillés. Je peux compter sur leur talent, leur disponibilité. Enfin, j'ajouterai, pour finir, que dans un passé récent, quand le ministère de l'Éducation nationale avait recruté 17 000 étudiants environ pour les verser dans l'enseignement, il était nécessaire d'authentifier leur diplôme. La scolarité a été engagée, elle a relevé le défi. Je ne doute pas un seul instant que si les étudiants se présentent à la scolarité de lundi, nous allons le faire. Excusez-moi, madame, un calcul rapide. Oui. Nous avons 15 guichets disponibles à la scolarité. Si nous prenons 250 étudiants par jour par guichet, cela fait exactement 3 750 étudiants inscrits journellement. De lundi au vendredi, cela fait 5 jours, multiplié par 5, c'est au-delà de notre espérance, de notre attente.
Cela fait 18 750 quand nous attendons au maximum 17 000. Cocody en a l'habitude, Cocody est sereine, Cocody attend les étudiants. C'est la seule difficulté, ils ne se présentent pas. Mais est-ce que justement ce volet sensibilisation ou bien information même des étudiants a été pris en compte dans les mesures que vous venez de nous donner? Parce que même si tout est mis en place pour les recevoir, s'ils ne viennent pas, c'est vain. Ma présence sur le plateau est d'abord l'indice qu'on a mis tous les moyens de communication possibles en jeu d'une part et que pendant 3 semaines, un plan média vigoureux a été lancé. Le communiqué de la présidence de Cocody est passé plus de 50 fois, tous organes confondus. Et si malgré toute cette sensibilisation, les étudiants ne viennent pas, qu'adviendra-t-il? Le communiqué de la présidence est clair là-dessus. C'est une dernière chance. L'équipe de direction de l'Université Cocody est disponible et volontaire. La scolarité est mobilisée. La DAF fournit les moyens. S'ils ne se présentent pas, je suis au regret de le dire, je le dis fermement et simplement, ils ne feront pas partie de l'effectif de l'Université Houphouët-Boigny 2013-2014. Car pour un étudiant, l'inscription est annuelle, obligatoire, payante, subventionnée ou exonérée selon le cas. Ils ont une chance extraordinaire qu'ils ne prennent pas le risque de s'y attarder. Ce n'est pas leur avantage. Il y a une chance qu'ils en profitent. Et nous rappelons qu'il s'agit essentiellement des anciens étudiants. Et vous le disiez tout à l'heure, ils ne viennent pas s'inscrire parce qu'il y a des choses qui ont changé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quelles sont ces choses, on va dire? Vous dites? Il y a eu des changements au sein de l'université, notamment sur le mode d'inscription. Ah oui, le mode d'inscription, voilà. Oui. Mais vous me permettez peut-être de décrire le processus d'inscription. Absolument, allez-y. L'inscription est très simple. L'étudiant va sur le site de l'université, d'une part. Deuxièmement, il rentre son identifiant. Une fois qu'il met son identifiant, les informations qui le concernent apparaissent. Il se renseigne que toutes les informations qui le concernent sont justes. Il imprime sa fiche d'inscription et son coupon de paiement. Il se rend à la banque pour payer. Il exige un reçu de versement et il se rend à la scolarité pour finaliser. J'ajoute que c'est un établissement bancaire de la place qui est agréé. Cet établissement a 29 succursales sur Abidjan. Mais mieux, depuis 1 mois, nous avons ouvert 10 guichets sur le campus universitaire de Cocody. Je ne vais pas changer de rôle, madame, mais je vous pose la question. Imaginez-vous, combien d'étudiants sont-ils passés s'inscrire en 1 mois dans les guichets ouverts au campus? Je réponds 334 exactement au moment où le directeur de la scolarité s'exprime devant la nation. Au moment où on attend encore 17 000 étudiants. Mais 17 000 étudiants. J'espère qu'à partir de lundi, il y aura une affluence. Nous sommes à mesure de les accueillir et de régler la situation. Et à combien est-ce que s'élèvent les frais d'inscription? Les frais d'inscription sont étagés. De la licence 1 à la licence 2, 3, le tarif normal, c'est 100 000 francs. Master 1, Master 2, 200 000, doctorat, 300 000. Mais j'ajoute que le gouvernement ivoirien, dans sa magnanimité, puisque l'État-providence continue encore, et c'est une chance pour nous tous, subventionne les inscriptions à hauteur de 70%. De sorte que de la licence 1 à la licence 3, l'étudiant ivoirien ne paye que 30 000 francs au lieu de 100 000 francs. Pour les Master 1, Master 2, 200 000, il ne paye que 60 000. Pour le doctorat, 300 000, il ne paye que 90 000. Le gouvernement quand même a fait un maximum d'efforts, qu'ils en profitent aussi au maximum. Absolument, donc on ne peut pas dire que les frais d'inscription peuvent constituer un frais à ce manque d'engouement. C'est d'ailleurs même, de mon point de vue, c'est un faux débat. L'université forme l'élite de la nation, à tout point de vue. J'observe en tant que citoyen que les Ivoiriens apprécient Muriel Aouré, l'applaudissent, sont fiers d'elle. Mais Muriel, c'est de l'argent, pas seulement dans les médailles. C'est le coût de ses entraînements, les efforts, la permanence. Quand on veut une élite, il faut de l'argent. L'université a dans sa fonction première de former une élite, et bien c'est coûteux. Et nous avons la chance d'avoir un État providentiel qui subventionne à 70%. C'est une chance, profitons-en.
Alors, je rappelle que nous sommes avec le docteur Idriss Cissé, directeur de la scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous sommes en train de parler du délai qu'il reste encore aux étudiants retardataires pour s'inscrire à l'université. Eh bien, docteur, alors est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place, on va dire, pour accompagner ces étudiants quand ils viendront s'inscrire, vu qu'ils sont en retard déjà sur les autres? Oui, mais j'ai déjà répondu à cette question, c'est ce que j'ai dit. Il y a d'abord une équipe qui est outillée. Je ne parle pas de l'inscription. Est-ce que les cours ont démarré sur place? Oui. L'université, voilà. Ça c'est un autre problème, madame. Oui. L'université ne rentre plus de façon unique et elle ne part pas non plus en vacances de façon unique. Donc il y a certaines UFR qui sont complètement en vacances, d'autres, à laquelle moi j'appartiens parce que je suis par ailleurs un enseignant, continuent d'aller au cours. Mais tout le monde sera en vacances en septembre. En septembre. D'accord. Merci, docteur Idriss Cissé. Je rappelle que nous faisions le point sur les inscriptions encore en cours à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les retardataires ont encore 5 jours pour s'inscrire. Et c'est la fin de ce 13h. Un nouveau point de l'actualité à 20h sur RTI 1. Très bon dimanche à vous. Familiale de Côte d'Ivoire, CCPFCI, née en